Tabou les maillots, c'est un podcast sur le culture G avec un gros Q. Q comme question, quotidien, quête de sens, curiosité et parfois quelques coups de gueule. Ici, on tend le micro à des gens passionnés et passionnants qui ont souvent un parcours un peu de travers, une passion qui déborde ou une manière bien à eux de regarder le monde. Maquettistes, vidéastes, auteurs, collectionneurs, artisans du cool ou explorateurs de niches improbables, tous ont une histoire à raconter, un savoir à partager et une voix qui mérite d'être entendue. Pas besoin d'être une star ou d'avoir fait des TED Talks, ce qui nous intéresse, c'est ce qui t'anime. Ce petit truc en plus, cet angle atypique, cette vision du métier ou de la vie que tu portes avec sincérité. Le ton est décontracté, complice, drôle, mais jamais moqueur. On cause, on creuse, on rigole et on s'étonne. L'émission suit un conducteur souple pour laisser de la place à de l'impro, aux digressions ou aux débats qui piquent un peu. Tabou les maillots, c'est la pause midi entre potes où l'on parle de choses sérieuses mais avec les doigts plein de maillots. Et oui, sans trop s'en rendre compte, on apprend des trucs en rigolant. Émission exceptionnelle, avec des invités exceptionnels forcément, pour l'émission pilote. Avant de commencer, on va quand même remercier le lieu qui nous accueille, qui est Jeter l'encre. Petit shout-out à eux, merci à eux. Et aujourd'hui, je vous embarque dans un endroit où l'encre, c'est encore le frais, où les piles de carton forment des murs plus solides que les bastions du Mordor, et où parfois de simples bulles peuvent vous plonger dans un univers le temps d'un récit. Mes invités du jour ne portent pas de cap, mais sont nos héros du quotidien qui nous demandent si on a un compte client chez eux. Oui, dans cet épisode, on va parler d'un métier qui sent bon le papier, les délais de livraison serrés et les clients qui demandent « Vous avez la BD là, avec un chat ou un mec qui se prend pour un chat et les gens un peu animaux, et le titre il a une couleur ?» On parle du quotidien pas toujours glamour, mais terriblement passionné et passionnant des libraires spécialisés. Pas les grands magasins où les BD sont coincés entre des calendriers de Château, des Monopoly et un Uno. Ici, on est dans les lieux où on peut dire CNN sans rougir, où Sandman est rangé à côté de Bonne et où les clients ont tous un avis très tranché sur One Piece. Mais au fond, c'est quoi ce métier ? Comment on passe de j'aime lire des livres à je gère un rayon manga avec 800 références, un tableau Excel et 3 cartons de nouveautés qui arrivent à la vache ? Est-ce que ça paye ? Est-ce que l'on lit encore quand on vend des livres à longueur de journée ? Et surtout, est-ce qu'on a encore la foi en l'humanité après avoir rangé 15 fois le même top 1 qui était à l'envers ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'être entouré non pas de 1, ni pas de 2, mais de 3 libraires spécialisés, ceux qui peuvent différencier le shonen d'un seinen à la reliure et qui peuvent vous expliquer pourquoi la BD jeunesse est une porte d'entrée vers l'univers tout entier. Bref, si vous avez toujours rêvé de passer de l'autre côté du comptoir, ou si vous êtes juste curieux de savoir ce qui se passe quand la lumière s'éteint, installez-vous, faites comme nous, prenez une petite boisson, installez-vous dans le canapé, vous écoutez Tabou les maillots, c'est maintenant et c'est parti. Avant de commencer l'émission, on va quand même présenter nos invités, on va être un petit peu galant. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Licia, j'ai 25 ans et ça fait à peu près 6 ans que je suis libraire. C'est quoi un peu ta spécialité, enfin ta catégorie de livres ? Alors sur mes dernières années, j'ai été en rayon BD et en jeunesse. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton premier souvenir BD ? Alors je pense qu'à l'effigie de mon t-shirt pour l'audioguide, c'était Gaston Lagaffe parce que mon père en avait. Donc je lisais un petit peu ce qui traînait à la maison avant d'acheter mes propres bandes dessinées. Donc ouais, Gaston. Très franco-belge quoi. Oui, Ok. Ben, merci de ta petite présentation. avec plaisir. Joss, du coup, présente-toi. Bah super, ça spoil déjà. Bonjour, moi c'est Joss, 32 ans, libraire depuis 16 ans maintenant, passionné de manga depuis tout jeune et du coup j'ai décidé d'en faire mon métier. Et du coup, même question, c'est quoi ton premier souvenir un peu de lecture, pas forcément manga, mais lecture ? Et bah ça tombe bien, premier souvenir dans le milieu de la bande dessinée, j'avais un grand-père qui était extrêmement fan des vieilleries de l'époque, donc j'ai grandi avec le Scrameustache, avec les Schtroumpfs, avec Tintin, avec Black et Mortimer, qui m'ont permis d'accéder à ce monde merveilleux de la bande dessinée. Ben, merci. Et le dernier, mais pas des moindres, quand même. Ben, ça reste quand même le dernier. Matteo, libraire depuis presque il y a 4 ans,
qu'est-ce que c'est mon premier souvenir? Bah là, on remonte le temps parce que je suis quand même le plus âgé ici. Et pour moi, je pense que c'était tout ce qui était lié à Disney et à Mickey. Donc, le journal de Mickey qui était sérialisé chez moi et encore sérialisé en hebdomadaire. Donc, ça fait quand même un petit moment. Et tout ce qui est lié à cet univers qui est aujourd'hui est beaucoup trop exploité à mon goût, mais qui à l'époque avait encore un peu de magie dans son réservoir. Ouais. Ok. Ok, bah merci en tout cas de la petite présentation de chacun et chacune du coup. Est-ce que du coup, dans un premier temps, vous pouvez me décrire un peu la journée type d'un libraire quand vous arrivez dans la boutique? Qu'est-ce que vous faites en premier? Alors, selon les responsabilités qu'on a ou la boutique dans laquelle on travaille, on peut commencer par faire la caisse. C'est soit en début, soit en fin de journée, ça dépend des structures. En général, en cours de matinée, on a souvent des livraisons assez importantes qui peuvent arriver, qui est, on va dire, un des gros points du métier, où on a, que ça soit de la nouveauté ou des choses qu'on a vendues qui reviennent, à devoir s'occuper, à réceptionner, à mettre en place, à ranger, et tout en gardant en tête que le client est bien entendu prioritaire et que dès que quelqu'un se présente à nous, il faut bien sûr s'en occuper. Les arrivages de BD, enfin comics en général, œuvres culturelles, on va dire. Vous faites pas genre avant l'ouverture, vous recevez tous vos cartons et vous mettez en rayon? Non, on les reçoit pendant l'ouverture, normalement. Ça dépend des fournisseurs, des livreurs, mais nous, je sais qu'on a un livreur qui passe, en général, il essaye de passer avant 11h, 11h30, mais il arrivera dans très très peu de cas avant l'ouverture, ce qui fait que nous, je sais qu'on a un espace qui est alloué à ça dans le magasin et qu'on ferme à la clientèle le temps de s'occuper de tout ça, mais du coup, c'est quelque chose qu'on fait en parallèle avec le fait de s'occuper des clients. Oui, les tâches normales qu'on a tous les jours. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'on parle des figurines? Est-ce qu'on parle de la livraison des figurines qui arrivent ponctuellement au mauvais moment? Oui, toujours au mauvais moment et toujours au hasard dans la journée. Parlez un peu de tout ce qui est gestion des stocks, création et tout. Comment vous faites un peu pour la mise en rayon? Comment choisir, comment vous mettez en rayon les différents livres de votre catalogue? C'est un choix personnel ou c'est un truc qui vous est imposé par la direction ou juste vos petits coups de cœur ou des trucs comme ça? Alors ça dépend également des structures. Je sais que là où j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de liberté, donc on va dire que le personnel pouvait empiéter sur le professionnel, mais j'avais assez d'espace pour, j'espère, allier les deux de manière équilibrée. Donc ça y va au coup de cœur, à le fait que ce soit récent ou pas. Quand un titre est en avant depuis assez longtemps, on peut se permettre de le mettre en rayon pour mettre les nouveautés en avant. On peut avoir des thématiques comme Mathéo. Oui. Nous, je pense de pouvoir parler. On a la chance de pouvoir rendre la librairie à l'effigie des libraires parce que on peut se permettre de présenter certains titres et mettre un peu plus en arrière des autres parce que sinon je pense que tous les librairies ce sera les mêmes. T'as quand même un choix personnel dans ta mise en rayon Exactement. de ce que tu veux faire. Oui, et c'est ça qui va différencier une librairie d'une autre et c'est ce qui est Tout cool à fait. Ouais. dans le boulot. Et pareil dans le côté où quand vous commandez des livres auprès des éditeurs, vous pouvez faire votre choix de dire, je sais pas, je veux 500, enfin 500 c'est beaucoup, mais 50 Astérix par exemple. Ouais. Alors 50 c'est peu aussi, hein. Ça dépend de la librairie. Oui. C'est vrai. En gros, tous les 2-3 mois, on a ce qu'on appelle un représentant qui vient nous voir avec le catalogue de tout ce qui va être publié chez ses éditeurs à lui. Et ce représentant arrive avec quelque chose qu'il nous a donné en amont, qu'on a déjà commencé à travailler, et va arriver avec la liste de tout ce qui va sortir en nous disant écoute, ça, moi, je te fais le pitch, j'en pense ça, pour l'éditeur, c'est un coup de cœur, et en fait, le représentant et le libraire essayent de trouver un terrain d'entente pour essayer de déterminer combien ils vont en commander. Ouais. Selon
selon si c'est un auteur qui est connu, selon le format, selon le prix. Il y a plein de petits paramètres qui peuvent rentrer en compte. Et C'est une selon suite. les ventes précédentes, en se basant sur Exactement. notre boutique en particulier, et ça fait gagner du temps et ça instaure un lien de confiance avec le Ouais. repré parce qu'on sait, il nous connaît, il connaît notre structure, donc il ne va pas nous proposer des choses qu'on peut pas avoir ou dont on n'a pas enfin, pour lesquelles Oui, on oui, n'a pas la après, place. vous allez commander énormément un volume d'un BD que vous n'avez jamais écoulé. Ça vaut pas le coup, Voilà, autant être on raisonnable, reprend quoi. pas en général. Enfin, on peut ne pas reprendre. Tout à fait. Et par exemple, un truc très très connu, One Piece, vous savez que ça se vend beaucoup. Donc vous pouvez commander, il y a peu de risques qu'un petit auteur qui sort sa première BD, quoi, en termes de commande. Bah ça, on est d'accord. Et puis même entre le manga, la bande dessinée et le comics, c'est Pas aussi les mêmes volumes, ouais. trois types de volumes très différents. Mais c'est quoi qui les différencie? Bah le manga, il y en a beaucoup. Beaucoup. Après, c'est moins cher à l'unité aussi. Oui, Donc, énormément. Alors c'est moins cher à l'unité, mais au final, quand on y réfléchit, c'est plus cher au global, puisque une bande dessinée met à peu près 1 an à être produit. Le manga, on va avoir 3-4 sorties par an, et si on fait le prorata, au final, le manga sera peut-être un peu plus cher que la BD en termes de coût annuel, on va dire. est-ce que c'est le même public déjà qui lit les mangas, les BD et les comics? Pas forcément. Globalement, pas vraiment, mais il y a quand même des cas où il y a des personnes qui suivent les trois. Tu vois, de l'extérieur, moi j'ai plus l'impression que les comics, c'est un peu un public plus âgé que des mangas, un public un peu plus Un jeune. public plus adulte, oui, parce que c'est un public qui doit quand même avoir des moyennes un peu plus, vous le prix, vous la quantité des sorties, et s'il veut tout suivre de bonne façon, ben, il faut quand même un budget qui est pas forcément le petit avec l'argent de poche peut se Oui. permettre. Petite question un peu qui pique, mais est-ce qu'on vous a un peu imposé des fois des livres que vous n'avez pas forcément, même vous savez que ça allait se vendre, type le Astérix qui est à peu près tous les ans qui se vend, que vous avez peut-être pas forcément la licence, mais ça se vend, donc vous le mettez en rayon. Je sais que d'expérience, même si on garde pas toute la série parce que ça prend trop de place ou que c'est pas forcément les choses qu'on veut mettre en avant, on peut se permettre d'avoir quelques tomes entre 4 et 5 parce qu'on sait que ça va se vendre ou que des clients nous les ont demandés en amont en se tenant au courant de la sortie. Donc on se dit, ah bah pour tel client, telle cliente, je sais que je l'en mets un de côté et du coup on peut rester à jour, mais aussi il pourra le trouver facilement dans d'autres structures voisines et c'est ce qui est cool dans Après, le côté libraire spécialisé, c'est moins le grand public, donc vous pouvez aussi faire des choix éditoriaux qui sont propres à vous, quoi. Oui, c'est sûr. Et en termes de métier aussi, est-ce que vous avez un peu des relations un peu particulières avec des clients, que ce soit en positif ou en négatif? Je pense qu'à partir du moment où on voit des personnes plus ou moins régulièrement, il y a forcément des profils qui se détachent et parfois on noue même des relations d'amitié. Je pense qu'aujourd'hui, un des groupes avec lequel je traîne le plus, c'était un groupe de clients de base qui avait la fâcheuse habitude de passer tous les lundis soirs juste avant la fermeture et qui vraiment avait une propension à être assez acerbe avec les titres qu'on pouvait avoir, et au fur et à mesure de discussions avec eux, on a fini par se retrouver autour d'un verre, puis la relation a évolué. Donc oui, forcément, les clients, c'est quand même beaucoup. Ça peut découler sur des très belles relations qui naissent. Ça peut aussi être des gens un petit peu plus j'ai pas envie de dire colériques, parce qu'on a quand même une clientèle qui est relativement, comparée aux autres métiers de vente, une clientèle qui est relativement cool. Mais j'ai souvenir de personnes à qui on a oublié de mettre de côté un titre collector édition spéciale, et qui est venu de colère pleurer sur nous parce qu'il ne pouvait pas l'avoir, alors que c'était un homme, oui, qui je pense était proche ou qui était déjà à la retraite, et qui nous a vraiment qui a passé plusieurs heures Ah oui, à exprimer sa colère et son mécontentement. Oui, surtout, bah, on a compris après que c'était un homme qui fait pas ça pour la passion des BD. Parce que sinon, peu importe qu'il soit en première édition, en troisième édition, l'histoire, bah, c'est toujours la même, tu vois. oui.
c'était juste quelqu'un qui fait ça pour esprit de collectionneur et qui a rien à cirer de travail. Franchement, des artistes, c'est juste pour un peu pour se la péter. Ah, j'ai l'édition, ouais, et toi non. Ah, bon, merci. Ouais, comme partout, il y a des hauts et des bas, mais je suis d'accord avec Joss sur le fait que globalement, on a surtout des clients sympas et c'est vraiment les rayons de soleil de la journée quand on est entre deux factures, un carton, et etc. Enfin, Quand même une bonne relation avec la clientèle en général, quoi. au général, oui, parce qu'on sait qu'on est là pour des choses qui nous intéressent ou pour lesquelles on est assez curieux et ça peut aussi aller dans l'autre sens, on peut avoir des recommandations de leur part et puis de creuser et de voir régulièrement les mêmes personnes, ça, bah, sans forcément devenir amis, on apprend quand même à les connaître et à se dire ah tiens, ce nouveau titre, je pense que ça plairait à telle personne et ça crée des sortes de relations un peu De confiance. ouais. Et c'est super. Après, généralement, quand le client rentre dans une librairie spécialisée, c'est que déjà, il est attiré par ce genre de produit. Normalement, oui. Comme vous y travaillez, vous avez quand même des affinités un peu naturelles, entre guillemets, entre le client et vous, quoi. C'est ça. Oui, mais il y a quand même une bonne masse de clients, une bonne majorité de clients qui, globalement, savent ce qu'ils veulent et qui viennent en connaissance de cause en se disant, ah bah là, bah, j'ai la sortie d'un titre que j'attends énormément aujourd'hui, je viens pour ça, je prends que ça, ah bah tiens, j'ai une série à continuer, je vais chercher mon tome toutes les semaines, et on s'arrête là, on communique pas plus, et C'est ok aussi, oui. oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Mais la discussion ne se fait pas avec non plus tous les clients. Oui, mais tu vois, c'est un peu comme la nourriture. Chacun a sa façon de se nourrir, chacun a sa façon de consommer, donc bah, c'est normal que t'as des clients, comme Joss disait, qui rentrent, bonjour, bonsoir, je prends le livre et je me tire. Et t'as des clients qui sont là à chercher l'assiette un peu plus garnie, plutôt que, tu vois, la dernière sortie un peu pétillant que tu mets sur les étagères et sinon, bah, ça passe à côté parce que eux, ils vont pas forcément la chercher. Après, t'as le côté où le petit chercheur de pépites qui va te demander un truc, un reco, Ouais. un truc un peu profond qui est pas forcément très connu, mais il a envie de découvrir des trucs, quoi. Et dans mes plus beaux souvenirs d'échanges avec des clients, je citerai dans ma première librairie où je suis resté assez longtemps. Une fois, je conseillais une habituée et un autre habitué est arrivé dans le même rayon et comme il avait lu la BD que j'étais en train de conseiller, il s'est un peu accolé au conseil et je lui ai dit bah allez-y, vous en parlez mieux que moi. Enfin, j'ai l'impression qu'il l'avait plus aimé et du coup ils se sont mis à se conseiller des BD et après il m'a quand même demandé des conseils donc on a fini par discuter tous les trois et échanger plein de choses et je suis reparti avec autant de recos que eux et c'était un moment super agréable et c'est pour tous Ça, ces c'est cool. moments que C'est vraiment cool, quand que même. j'adore ce boulot. Ouais. C'est vraiment ok. Mais c'est les trucs improvisés, tu peux pas prévoir C'est ça. le truc, quoi. Ça, on en a un peu parlé, mais comment on choisit ce que vous mettez en avant? Parce que vous m'avez dit, bah, c'est un peu comment dire, vos goûts personnels qui jouent dans le truc. Oui, après, t'as quand même je pense, des titres qui étaient forcés mettre en avant parce que c'est un best-of, même si t'es pas forcément d'accord avec le goût et les choix éditoriaux. T'as vraiment, tu sais, les titres phares qui, tu sais, ça c'est bon tout seul, tu le mets là, ou même en avance Le comme nouveau ça. Astérix. Exactement, exactement. Comme ça, l'agent, il rentre dans la boutique, il est là, allez, il le prend et bonne nuit. Oui, ouais, le mec arrive 5 minutes, il prend son truc, tu payes. Oui. Et... Donc ouais, c'est un savant mélange entre ce qu'on sait qui va se vendre sans que personne ait forcément besoin de le lire, de le conseiller, et ce que nous, on a aimé, ce qu'on veut défendre, ce qu'on veut mettre en avant, et les titres auxquels on croit. Sachant qu'on peut aussi avoir des opérations avec les représentants. Donc, mettons, si je prends telle quantité de ce titre-là qui va sortir, à côté, on va avoir des goodies pour les clients et on va... Après, ouais, c'est eux qui vous fournissent les PLV, enfin les cartons de présentation. Oui. Les PLV, on peut avoir des tote bags, des marque-pages, enfin, tout ce qui est déclinable En goodies. en goodies. Bien vu. Par exemple, si vous dit, bah, je sais pas, je prends 300 BD, Ça fait beaucoup là. Hein. bah, dites-moi les volumes Ouais, d'achat. pour un BD, ça fait pas beaucoup si on compte qu'on est autour de 20 € chaque BD.
comprends ça. Enfin, du même exemplaire, on parle ou... Même exemplaire. Ah oui, oui, pour une Bah, OP. on va plutôt Ok. parler 50 max. Enfin, 50, c'est Oui, déjà pas mal. en général, c'est pas foncièrement un tome en particulier, mais ça va souvent être une série ou une collection, un éditeur qui va vouloir mettre en avant ses titres et qui va nous donner une sorte de tableau à remplir en disant bah, si vous passez tel cap, si vous passez 20 exemplaires, on va vous mettre 20 primes. Si vous passez 40 exemplaires, C'est 20 exemplaires du catalogue. C'est un exemplaire de Ça chacune des des licences, quoi. vraiment des opérations, ça dépend vraiment des éditeurs. Il y en a qui vont vouloir mettre en avant juste quelques titres, il y en a qui vont vouloir mettre en avant une série. Une collection. T'as des fois où t'es forcé à prendre tout ce qu'ils te proposent. T'as des fois où tu peux choisir et créer ton lot. Tu vois, ça dépend. Une fois qu'on est en contrat avec un représentant, bah faut aussi jouer le jeu et en prendre un minimum et on peut pas dire non à tout. Même si en général, il n'y a pas de raison que ça se passe vraiment mal avec un repré. Une fois qu'on se connaît et qu'on a une relation de confiance dans le travail, on sait que ça va être qu'il... Mais du coup, il peut vous imposer et dire vous prenez ces 10 titres-là, même si tu sais, dans l'eau, il y a un qui est pas top, qui va pas trop se vendre, t'es obligé de prendre les 10. Il peut essayer, mais on peut toujours dire non. Ouais. Tant qu'on joue le jeu quand même, parce que le but c'est quand même de travailler avec eux. C'est très dur de dire non à un repré. À mes débuts, c'était catastrophique. Bah, après, je trouve que de moyenne, nous en plus, en travaillant avec la BD, comics, manga en général, on a des représ qui sont vraiment cool et qui sont beaucoup à l'écoute. Sont des représ aussi qui, vu la dimension de la BD par rapport à un roman ou quoi, ils ont la possibilité quand même de lire un peu plus et ils ont leur propre avis aussi. Donc, tu vois, c'est difficile qu'il y a un avis très discordant entre libraire et repré sur un titre en particulier parce que, voilà, si c'est dégueulasse, désolé, mais bon, on peut pas sortir de... Ce qui m'est le plus souvent arrivé, c'est de pas remarquer un titre et quand je vois le repré, elle ou il va m'expliquer que en fait ce titre est important pour telle et telle raison. Je vais me dire ah bah moi ça m'était pas sauté aux yeux, mais pourquoi pas. Et pareil, s'ils nous connaissent assez et qu'on peut leur faire confiance, ils vont dire bah ce titre-là, je pense que c'est pas pour vous. Après, on a toujours voix au chapitre, on peut toujours dire attendez, en fait ça m'intéresse, est-ce qu'on peut en parler plus ou pas. Mais on collabore vraiment bien en général. Ouais, c'est plus en relation un peu de partenariat que plus un truc de, ils vous imposent des choses commercialement et vous On est acceptez, quoi. leur client, mais il est pas là pour nous forcer sur tous ces titres. Ok. Et après, enfin, en général, ça se passe plutôt bien avec eux, ou il y en a où il y a une réputation un peu bof et d'autres plutôt cool. Bon. Bah, c'est comme partout, il y a plein... Après, c'est un petit milieu aussi. Ouais, il y a plein de personnalités différentes, donc on accroche ou pas, mais de manière générale, de mon côté en tout cas, ça s'est toujours bien passé. Il y en a que j'ai moins apprécié, mais c'est plus sur la façon d'être, et ça remettait pas forcément en cause leur boulot, à part une que je ne cite pas. On va pas pas citer de nom. Voilà, on va rien dire. Après, les repris restent des humains comme nous, donc forcément, il y a des accointances, il y a des personnes qu'on apprécie un peu moins, mais dans les faits, à partir du moment où ils sont professionnels et qu'ils font leur boulot, qu'on est professionnel, qu'on fait notre boulot, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ok. Et la question un peu qui fâche, est-ce que on peut en vivre dignement du métier de libraire ? Défini dignement. Je pense que la blague, c'est qu'on fait pas libraire pour l'argent. Du coup, ouais, mais c'est un peu, tu vois, le métier passion. Le passion est un peu fourre-tout. Est-ce que, sans être immensément riche, bien entendu, mais est-ce que vous pouvez, je sais pas, faire des sorties, machin Oui. Mais on peut manger. Dans le sens, ça manque pas, mais effectivement, Lise a raison, mais tes passions, oui, et on s'en sort quand même bien. Dans le sens... T'as quand même besoin de payer tes factures, quoi. Oui, je vais pas prendre un Porsche ou un truc, déjà, parce que ça me plaît pas, de seconde, je sais pas quoi en faire, mais... Donc, je ferai pas de vacances à l'étranger, mais je peux manger jusqu'à la fin du mois. Alors, je sais qu'il y a des situations où ils sont beaucoup plus en galère que nous, donc, moi, personnellement, je veux pas me plaindre, tu vois. Après, est-ce que ton salaire dépend de la librairie dans laquelle tu travailles ? Si ça fait un gros chiffre d'affaires, t'as un meilleur salaire ou pas forcément ? Pas Ça dépend de ton contrat. Ouais, mais Et dans le milieu ton de la niveau. librairie, c'est pas trop... C'est même, Oui, peu importe le niveau,
Si tu passes Bah, responsable d'un rayon. le livre, c'est l'objet de vente qui, en France, génère le moins de marge. Oui, parce que t'as le prix unique, du coup. Tout à fait. Le prix unique du livre, la loi Lang, qui fait que on ne peut pas faire plus de 5% à un particulier et 9% à une collectivité de remise, qui fait, merci à elle, qu'aujourd'hui la plupart des librairies indépendantes peuvent rester ouvertes et n'aient pas été écrasées par la FNAC comme les disquaires indépendants l'ont été il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Les librairies dans d'autres pays qui n'auraient pas de loi équivalente. Exactement. Mais du coup, bah, c'est un métier passion, donc forcément, les perspectives d'évolution sont pas énormes. Que ça soit libraire ou gestionnaire de rayon, c'est pas un changement conséquent sur la paye. Par contre, sur la fiche de poste, les missions rajoutées sont elles assez importantes. Donc, c'est pas un métier qui est à privilégier si générer de l'argent est l'objectif. Et du coup, bonne transition. Quelle est la différence entre un libraire et un gestionnaire de rayon, du coup? Parce que tu m'as dit que tu pouvais choisir un peu ce que tu mettais en rayon. Ça, c'est plus la partie gestionnaire de rayon ou pas forcément? Euh, oui et non. En fait, le gestionnaire de rayon, c'est quelqu'un qui va faire le pont entre son rayon et les personnes qui travaillent dans son rayon et la direction. Donc, ça va être la personne qui fait un peu tampon entre les patrons et les employés, qui va bah, s'occuper un peu de tout ce qui touche aux facturations, de tout ce qui touche à avoir le dernier mot sur des commandes. Donc on est sur plus de responsabilités globalement. Est-ce que vous pensez que la BD en général, un BD, manga, comics, tout ça, est-ce que maintenant c'est considéré un peu plus au sérieux, comme un art à part entière, ou c'est vraiment un truc de c'est pour les enfants? Ça commence, mais c'est pas encore tout à fait ça, j'ai l'impression. Par rapport à des remarques qu'on peut avoir de clients de... Vachement diversifié. Avant, c'était très caricatural de Schtroumpf, Titeuf, machin. Là, je trouve que ça s'est Oui, beaucoup maintenant ouvert à un peu c'est... tout type de public. C'est Que vrai. c'est enfant, adulte et. Moi, il y a encore pas si longtemps, on m'a demandé si on avait des vrais livres, mais Voilà, ça c'est par exemple. Ouais, voilà, c'est ce type de remarque-là qui est Oui, un bien peu sûr, bien intéressant. sûr. Ouais, ou de gamins, enfin d'enfants en tout cas, ou d'ados qui vont directement à la BD et le parent ou l'accompagnant qui dit tu veux pas plutôt un vrai livre ou un roman parce que ce serait pas sérieux ou pas de la lecture que ce soit illustré alors que pas du tout. Après, c'est des médias différents, quoi, en soi. Donc, Déjà, il lit. oui, c'est Déjà. vrai. Déjà, c'est une bonne passerelle déjà pour voilà, l'éducation et la culture, tout ça. Bien sûr. Bah moi après, j'ai un avis totalement différent en tant qu'étrangère. Décidé, du coup, tu vas grandir en Exactement, Italie. oui, parce que Ouais. aussi au tout début on avait parlé, mais j'ai pas dit. Oui, né et grandi en Italie, donc j'ai déménagé il y a pas si longtemps que ça. Et bah, un des choses qui me marque le plus, je pense, c'est le niveau de lecture en général qu'il y a dans un pays comme la France par rapport à un pays comme l'Italie, où selon un estime assez récent qui passait sur les réseaux, on est un des pays qui lit le moins à niveau européen. Ben ça, je le savais déjà, mais entendre que ici la BD c'est quand même considéré encore plus tôt pour des enfants, alors que chez moi c'était vraiment limité aux enfants parce que c'était ancré dans la culture, les premières impressions de BD qu'ils ont fait, c'était destiné à un certain public et ça n'a pas vraiment évolué. Euh, il y a quelques maisons d'édition qui essayent, mais bon, ça reste quand même assez ancré dans la société. Euh, Voir ici la moyenne d'âge des personnes qui viennent en librairie, ben pour moi, c'était déjà pas énorme, tu vois. C'était vraiment quelque chose de bizarre. Festival où la moyenne d'âge c'est la cinquantaine, alors que chez nous, festival, la moyenne d'âge c'est même pas la vingtaine. T'as, t'as Après, des, truc des... étrange, on dit BD franco-belge. Et en Italie, enfin, moi, je connais pas beaucoup d'auteurs italiens qui créent en Italie de la BD, tu vois, par exemple. Oui, bah, ça reste, on n'a pas le même format, effectivement.
parce que le format privilégié dans les années avant 2000, c'était quand même le format de kiosque. Donc ça bougeait beaucoup. Il y a une maison d'édition, notamment La Bonnelle, qui avait fondé presque tout son empire sur le format petite poche de kiosque, et qui était notamment lié à pas un public généraliste, au contraire, à un public assez petit. Et c'est pour ça que c'est encore ancré dans la tête de la société que la BD, c'est pas forcément pour tous, mais sont seulement les enfants, les communistes qui lisent les BD. Il y a eu des années d'expérimentation, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, des maisons d'édition qui ont cherché de changer format, de imposer un peu de choses différentes, et ça marche, mais le progrès, c'est long. Alors qu'ici en France, t'as un tas de choses différentes, t'as tellement de public qui apprécie, et qui, c'est pas seulement des enfants donc ça fait plaisir de voir la différence. Mais après, je dis, c'est parce que moi, je vois beaucoup de différences en me déplaçant, mais pas forcément vous qui êtes Oui, ça fait un longtemps. petit Et moment que vous êtes libraire, vous avez senti un peu la différence de public ou pas forcément? Un peu. Euh, c'est vrai que j'ai vu des personnes qui se tournaient vers la BD, entre guillemets, tardivement dans leur vie de lecteur. Et c'est toujours des moments sympas de faire découvrir ça, ou qui ont entendu parler de un sujet spécifique sous forme de BD, et donc ils vont se renseigner, et peut-être que ça va ouvrir la porte pour plus de bandes dessinées. Et ouais, je dirais qu'il y a quand même de l'évolution. Ouais, un petit peu, bien sûr. Ouais, ouais. Moi, je sais que, par exemple, un de mes combats principaux, c'est d'essayer de mettre des adultes qui ont plein d'a priori sur les mangas au manga. Et quand j'y arrive, c'est une petite victoire. Donc, on essaye de faire changer petit à petit les mentalités, mais ça prend du temps. Ouais. Est-ce que vous avez du coup l'impression de faire un métier un peu de transmission, de voir le boulot aussi comme un rôle un peu culturel, de transmettre aussi un peu de la culture, toi par exemple japonaise, ou toi plutôt franco-belge ou des trucs comme ça Pas forcément auprès de... Ouais, non, non, vas-y. franco-belge, je parlerais de l'art de la BD de manière générale, et c'est forcément de la transmission, parce que contrairement aux autres types de commerce, il y a quelque chose de personnel dans la lecture qui vient forcément dans le boulot, euh, parce qu'on est obligé de lire, il y a forcément nos goûts qui vont faire office de prisme avec lesquels on va fonctionner, plus ou moins inconsciemment, et du coup, il y a toujours de soi dans la façon dont on va conseiller des livres, même si on peut prendre de la distance, mais Après, ouais, c'était la sensibilité aussi qui fait que t'aimes ou pas le livre. c'est ça. Et je trouve que ça implique, ouais, beaucoup une partie personnelle du vendeur. Donc c'est forcément différent que de vendre d'autres articles qui vont demander moins d'investissement. transmission, après, ça dépend de transmission comme tu la poses, dans le sens, si c'est juste pour passer tes impressions, tes goûts, tu vois, à quelqu'un d'autre pour lui faire découvrir des autres choses, oui. À niveau culturel, t'as effectivement des BD qui ouvrent pas seulement l'imagination, mais vraiment de la documentation plutôt que des faits historiques. En plus, tu as la fortune d'être dans un pays où un peu tout peut être publié. Donc, tu vois, tu as toujours plusieurs euh, idées, plusieurs... on va pas s'y priver d'une façon de penser parce qu'on va privilégier une autre. Tu as la liberté d'expression. Donc, il y a vraiment des tas et des tas des choses qui sont publiées chaque semaine. Et tu as la possibilité, oui,
de faire ta propre opinion, donc de grandir culturellement toi-même. Après, tu as le côté aussi, tu as beaucoup maintenant de romans qui sont adaptés en manga ou en BD. En comics, je connais moins, mais l'appel de Cthulhu en manga, ça existe. Oui, de là à dire que c'est plus qu'avant, ça a toujours été quelque chose qui s'est fait sous différentes formes, sous différents éditeurs, de différentes manières, mais l'adaptation, que ce soit en BD, en manga ou en comics, est quelque chose qui a toujours été là et qui permet de faire un pont encore plus important entre les parents qui aimeraient que leurs gamins lisent du Zola, du Victor Hugo, etc. Et les gamins qui, eux, ont juste envie de pouvoir apprécier leurs dessins, leurs cases. Non, c'est un sujet qui reste un peu comme il l'a toujours été. Ça existe, c'est là, et ça se passe très bien. Et le côté justement où s'il y a un client qui arrive qui dit ouais, je veux un truc pour mon petit cousin ou ma nièce ou machin, comment vous allez un peu le conseiller sur ce qui peut l'intéresser en tout cas? Personnellement, j'ai un peu des titres que j'ai bien aimés, une sorte de liste mentale de titres que j'ai bien aimés et qui pourraient plaire à tout le monde, qui soient pas trop spécifiques, mais dont je trouve que ça peut être très bien et qui peut être assez neutre sur certains sujets en me disant si n'importe qui recevait cette BD en cadeau, ça pourrait lui plaire parce que ça reste assez général tout en plaisant. Moi, je sais que j'essaye un peu de poser des questions quand même sur le gamin ou la gamine, de prendre quelques sujets, même hors du monde de la bande dessinée ou de la culture qui pourrait l'intéresser, pour essayer de trouver une direction qui puisse me permettre de diriger mes conseils. Je sais pas si... Les activités, les centres d'intérêt, Exactement. ce qu'ils ont déjà aimé. Souvent, les grands-parents, les tontons, ils arrivent en disant ah, mais je veux faire un cadeau à mon petit-neveu, je le connais pas. Je l'ai encore jamais vu, il a 9 ans. Voilà. Donc, Et là, j'ai rien, aucune info, il a juste là. ça arrive pour Noël. Quand on n'a aucune info. C'est bien plus commun que ce que tu penses. Oui, mais après, tu as toujours la carte joker du bon d'achat, tu vois. C'est moins personnel. Oui, c'est moins personnel, mais au moins, tu es sûr que tu vas pas... Dans la mesure où on a zéro info sur les goûts. Oui. Ouais, tu prends pas trop de risques. Exactement. Carte cadeau. Très pirouette. Ouais, pas con. Et à l'inverse, du petit plaisir de faire découvrir un titre confidentiel à un client qui, pour le coup, vous le connaissez bien, vous savez à peu près ses goûts. Quoi, un peu la relation que vous avez avec ce type de clientèle-là, en disant, bah, je te connais, t'as des titres similaires comme ça, je te conseille ça. Ben, on a la fortune d'avoir pas mal de public qui nous apprécie, tu vois, en général. Donc, déjà, si on met des notes sur les couvertures des livres avec des stickers plutôt que des petits bouts de papier, t'as des personnes qui voient juste ton nom et donc qui partent avec parce qu'ils savent que les goûts sont similaires. T'as des personnes qui se disent tu m'as fait découvrir ça, des autres choses du même auteur plutôt que des autres choses qui sont liées à le même univers ou à le même genre. Bah voilà, ils partent avec. T'as des clients où ils sont contents d'être surpris. Donc tu vois, tu dois sortir totalement de ceux que tu lui as conseillé la première fois. T'as des clients aussi que tout simplement ils n'ont pas besoin de beaucoup de mots, d'être rassurés ou quoi. Et tu lui donnes 3 mots-clés, même pas sans voir la couverture, ils partent avec. Que ce soit de la BD mystère, que ce soit du manga mystère, que ce soit n'importe quoi, tu vois. Déjà après avec le paquet cadeau et voilà. T'as des personnes où si tu le spoil tout, ça lui intéresse pas parce que ils ont besoin d'être rassurés. Donc, c'est vrai que c'est pas tous les jours d'avoir une personne qui dit vous avez carte blanche ou alors qui cite cet auteur en particulier que j'aime beaucoup mais dont je ne parle jamais parce que je pense pas que ça plairait à la plupart et il faut trouver la personne que ça pourrait intéresser et quand on tombe dessus, c'est merveilleux. Bah, comme toi, avec, on va lâcher le blaze, mais avec Estelle. Carnet de l'apothicaire, oui. Vraiment à fond dessus, belle découverte pour elle. Bien sûr, ça c'est en effet faire partir quelqu'un avec un titre qu'on adore, c'est une très belle chose, c'est un moment qu'on aime beaucoup. Mais moi, ce que je trouve encore plus puissant, encore mieux, c'est de voir quelqu'un revenir et te dire, bah la dernière fois tu m'as conseillé ça et ça a été un vrai coup de cœur.
Et je pense que c'est pour moi une des plus belles choses du métier. Parce qu'une fois que la personne est partie, on peut se dire, est-ce que j'ai trop parlé? Est-ce que j'ai mis la barre trop? Du coup, la personne va être un peu déçue. Et j'aurais dû être un petit peu plus neutre pour en parler. Mais oui, s'ils reviennent, qu'ils disent j'ai bien aimé, et je veux quelque chose dans le même genre ou quoi, c'est... Mais même juste la personne qui revient pour te partager le fait qu'elle ait apprécié et qu'elle ait passé un bon moment, même si elle ne veut pas de conseils derrière. Le simple fait qu'il y ait une volonté de remercier, une volonté de partager le fait que le conseil ait été apprécié, c'est hyper valorisant. Je vais vous lancer un peu des sujets controversés, on va dire. Vous pouvez réagir ou pas. Tintin, est-ce que c'est dépassé? Alors, je dirais oui dans le sens où ça peut mal vieillir. Là où il y a d'autres œuvres. Tintin au Congo? Oui, bah évidemment qu'on pensait à Tintin au Congo, on n'a juste pas dit à voix haute. Alors oui, parce que ça vieillit mal, là où d'autres œuvres peuvent rester assez intemporelles, mais qu'il y a plein d'autres BD d'aventure qui peuvent faire l'affaire maintenant. Et en même temps, je trouve que c'est quelque chose de très générationnel. Moi, par exemple, j'ai grandi avec Lou, avec les nombrils, et je pense que des générations après la mienne ne comprendront peut-être pas mon intérêt pour ces BD, mais c'est le fait de grandir avec, que ce soit notre premier rapport avec la bande dessinée, et enfin, c'est pas un truc qu'on peut enlever aux gens et du coup de juste dire que Tintin s'est dépassé et point, parce que je pense que ça a fait partie de l'enfance de beaucoup de personnes, et c'est comme si on me retirait mes références à moi, qu'elles aient bien vieilli ou pas. Donc oui, c'est dépassé, mais je pense que c'est une Madeleine de Proust pour beaucoup de personnes et je respecte ça. En tant qu'étrangère, tu vois, Tintin, chez nous, on le connaît par les transpositions qu'il a eu, le film de Spielberg, qui est C'est sorti pas mal en plus. exactement, mais tu vois, c'est parce que ça racontait juste le côté aventure. Oui. Et en tant qu'étrangère, moi, j'ai connu Tintin tard, bien plus tard que vous, bien évidemment, parce que ça avait pas le même goût, tu vois. Pour nous, c'était quelque chose daté, produit par un autre pays, donc il faut lire parce que t'as quand même un parti de la culture BD de ce pays qui vient représenter. Mais ça reste coincé dans cette période-là. Et c'est une chose que j'arrive pas à comprendre parfois en boutique quand t'as des personnes âgées qui vient et qui demande des tontons pour les neveux parce que voilà, ils ont déjà lu quelques tontons que j'ai à la maison, donc je veux lui donner les autres pour continuer à les lire. Ok, ça m'est jamais arrivé que un jeune garçon de soi-même, tu vois, arrive et me dit et je peux lire de Tintin. Ben non, forcément, c'est vraiment un sorte de héritage qui reçoit parce que potentiellement dans la maison de ses grands-parents, ils étaient là et ben, il n'y a rien d'autre à lire. Et donc, il s'est déjà lu ça et il vit en sachant ce qu'il peut aimer sans sortir de sa zone de confort, tu vois. Mais donc, comme je disais, bah, personne âgée. Donc pour moi, oui, Tintin, c'est obsolète. C'est dans le moule de l'époque où ça a été fait, quoi. Exactement. Et ces enfants de maintenant dont les parents, grands-parents veulent partager ça, bah eux, ils auront leur propre référence à eux, qui voudront partager à leur propre génération plus tard. Ça dit aussi une vision du monde qu'on avait à l'époque. Oui, et ça peut être bien pour prendre du recul. Deuxième hot takes. Les adaptations Netflix, est-ce que c'est un fléau ou c'est une chance? Notamment, beaucoup de comics sont adaptés en série Netflix ou autre, enfin une série en général. Je trouve que Walking Dead. oui, ah bah, t'as Walking Dead, t'as Sandman, t'as Umbrella Academy, t'as d'ailleurs la première saison, elle était bien, la deuxième presque, là. Mais alors oui, parce que t'as un truc qui se passe entre les médias, tu vois, donc t'as forcément quelqu'un qui est intéressé, tu peux bien lui expliquer, c'est pas forcément pareil
Donc parfois, il se laisse tenter et il crée quand même son propre avis, tu vois. Mais pas seulement à niveau, désolé, de plateforme. On peut penser aussi à la version cinématographique de la Marvel ou de la DC. Tu vois, ce sont des adaptations. C'est un peu comme les histoires. T'as des écrivains qui te racontent une version du personnage qui est pas forcément la même de celui qui est passé avant lui. Et c'est juste comme ça. Le parallélisme, ils sont créés juste pour se dire, on peut rapprocher un peu à cet univers des gens qui connaissent pas la licence, donc qui vont après à chercher la BD. Ou au contraire, on peut ramener chez la plateforme ou au cinéma des gens qui sont ancrés beaucoup dans les... Ça rend les gens curieux. Exactement. Ça permet de faire un super pont aussi. Il y a des séries qu'on vendait quasiment plus en comics et qui, avec la sortie de Invincible, avec la sortie de Scott Pilgrim, avec la sortie de Lock and Key, c'est des séries c'est des séries vidéo qui nous ont permis de remettre les titres en avant en magasin, de faire des ventes dessus, et c'est des séries qu'on adore. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir rattraper les gens avec ça et de pouvoir parler de titres qu'on a beaucoup aimés et qui seront en général quand même un petit peu plus complets sur support papier. Oui, ça, exactement, sans forcément dire la version c'était horrible. D'ailleurs, oui, Lock and Key c'était horrible, mais la version papier, c'est comme je disais, une autre histoire. Donc tu vois, chaque scénariste donne sa propre vision de l'univers. Et c'est beau. Bah, par exemple, moi, Lock and Key, oui, c'était horrible. Je l'ai regardé quand même parce que je kiffais voir les clés en fonction dans le monde réel. Tu vois, c'est un truc qui me faisait frissonner. Mais après, tout le contexte, teen drama, c'était pas mon âge, c'était Après, pas mon kiff. ils ont fait des choix éditoriaux d'adaptation qui sont pas forcément... Oui, mais je pense qu'ils ont visé quand même un target, tu vois. Oui. Et donc, bah, on a eu des lecteurs, comme Joss disait, qui sont quand même venus à voir la version papier parce que ils étaient intéressés ou juste ils voulaient découvrir la version alternative de ceux qui pour eux c'était la version de base. Puis on les empêchera pas, alors autant prendre le bon côté des choses en se disant que ça rend les gens curieux, qu'on trouve les adaptations bonnes ou mauvaises, utiles ou pas, on n'a pas de pouvoir dessus, alors autant... Se servir de ce qu'on nous offre et essayer de mettre en avant un maximum ce que nous a plu. Ouais. La BD jeunesse, est-ce qu'elle est plus audacieuse que la BD adulte? Alors, de mon point de vue, je ne trouve pas, mais pas en bien ou en mauvais. Je pense que ces deux catégories explorent toutes les deux plein de choses différentes, et je pense, en fait, c'est des façons différentes d'aller dans des choses plus niches ou plus bizarres ou au moins grand public. Je pense même qu'il y a peut-être un peu plus de différence en adulte parce que... En termes de thématique, forcément, t'es un peu plus libre que Exactement, l'enfant. oui, Ouais, c'est le hein. côté, ça peut être tout public dans l'adulte, donc on peut vraiment partir dans des choses complètement absurdes ou décalées ou un peu trash, là où la jeunesse, on va rester dans des choses qui sont pas forcément choquantes, ce qui est bien. En vrai, j'ai découvert beaucoup de choses en BD jeunesse que j'ai pu trouver bizarres, qui sont un peu difficiles à conseiller parce que c'est pas forcément des sentiers connus pour les gens, donc ça peut faire peur de se dire ah, ça ressemble pas, je sais pas, à un Astérix ou quelque chose de plus classique ou des choses auxquelles les gamins peuvent s'identifier. Donc il y a des choses originales et qui sont de très bonne qualité aussi, qui sont super. C'était un exemple un peu de truc pas forcément standard entre guillemets en termes de BD Ouais, jeunesse. j'ai adoré la BD Morgan Fox. Je sais pas si vous la rangeriez en jeunesse ou en adulte. Je retrouverai l'auteur. Et on suit une enfant qui a un peu un trublion et qui dit à son meilleur ami, qui est un peu son sidekick, viens, on sèche les cours aujourd'hui et on va sur le plateau de tournage de cet acteur que j'adore, qui joue un policier, et du coup ils vont s'embarquer sur un plateau de tournage et ils vont se retrouver dans des galères
et c'est très très drôle. Le dessin est un peu particulier. Je pense que c'est pas le genre d'illustration qui peut faire que tout le monde accroche. Même moi, j'ai pu être dubitative la première fois. Alors pour expliquer un peu la couverture, je ne sais pas trop comment définir ce style de dessin, mais c'est un peu Tom Tom et Nana, mais stylisé, quoi. Alors, je le rapprocherai plus. Je sais pas de quoi le rapprocher, ça vous fait penser à qui d'autre? Alors, l'autrice, c'est Louise Laborie, chez Sarbacane, One Shot, très grand. Le format est un peu difficile à ranger aussi, mais ça, c'est le genre d'œuvre qui peut faire peur sur le papier, mais que j'ai trouvé génial et original. Mmh, mais ouais, je pense qu'il y a un endroit où la limite d'âge et les sensibilités à ne pas heurter pour les enfants, ce qui est totalement normal, peut limiter un petit peu la jeunesse, et c'est pour ça que je peux trouver plus de choses de niche dans l'adulte, mais parce que ce sera plus varié, comme bah, tous les goûts sont dans la nature, et qu'une fois qu'on est adulte, il n'y a pas forcément à avoir de limites particulières. Enfin, les gens sont prévenus du contenu, et voilà. Mais c'est pas en bien ou en mal que je compare les deux. Autre petit hot take, le manga a-t-il gagné la guerre culturelle? Parce qu'en termes de volume de vente, vous êtes quand même bien loin devant tout le reste. C'est pas très gentil de parler de guerre culturelle en vrai. Le manga s'est fait une place très importante ces 15 dernières années et a redéfini beaucoup de choses au niveau de la culture. Je pense notamment à toutes ces histoires de passe culture qu'il y a eu récemment. Donc c'était quelque chose qui était donné pour les jeunes passé 18 ans qui avaient une sorte de bon d'achat de 300 € d'achat de culture. Et c'est vrai que nous, on en a vu passer vraiment un nombre très très important en magasin qui venaient dépenser tout d'un coup, qui venaient acheter du manga. Et le manga a pris une très grande place, mais tout fonctionne par cycle, et c'est vrai qu'il a explosé au moment du confinement parce que c'était quelque chose qui permettait, notamment grâce à Netflix ou certaines adaptations, comme on disait tout à l'heure, de se montrer, de gagner en popularité. Mais là, on commence à arriver sur une période où ça redescend un petit peu et où on est sur des choses un petit peu plus mesurées et où les éditeurs prennent plus de temps à rééditer des vieux titres, etc. Donc il y a eu un âge d'or, mais je pense qu'aujourd'hui on commence à décliner un petit peu. Vous, de votre côté, il n'y a pas de concurrence envers les mangas, quoi. Non, pas du tout. Tout peut vivre en termes de support, Oui, de et création. c'est ça qui est beau aussi en librairie. Oui, je travaille personnellement dans une librairie qui a un rayon comics, un rayon manga et un rayon BD, et les trois vivent en harmonie. C'est pas forcément les mêmes personnes qui achètent des trois, mais on peut facilement trouver des gens qui pourront faire le pont entre au moins deux des trois genres, et je ressens pas de concurrence à proprement parler sur la BD ou le manga. C'est pas les mêmes publics. Ouais, mais ça te donne quand même plus de choix à proposer à toi et plus de choix au lecteur sur certaines thématiques, notamment où tu as des histoires qui sont quand même limitées sur certaines thématiques précises, mais qui sont exploitées dans les trois univers. Donc tu peux, une fois qu'ils ont fait le tour des BD d'alpinisme, tu pars vers où? Tu peux quand même t'orienter vers le manga, et où il y a des sujets qui sont les mêmes, soit en format différent. Et parfois t'es surpris de voir qu'il y ait personne où tu te disais jamais il ira forcément à chercher dans le coin manga, tu les amènes et ils te disent ok, je vais quand même essayer, tu vois. C'est dans l'a priori négatif envers un certain type. Par exemple, toi, est-ce que t'as des gens qui disent le comics, non, c'est que pour un truc violent, Batman, machin, ils s'en foutent? Mais c'est exactement, c'est de l'a priori, tu vois. Dans les moments où ils ont besoin d'une thématique qui est spécifique et tu lui proposes cette thématique-là, ils n'ont pas la possibilité de te dire non, moi je cherche pas ça. Oui, tu cherches ça. C'est juste sur un format différent. Et donc, c'est vraiment difficile qui te dit juste
bah non, c'est de manga, je veux pas. Non, c'est ce qui lui intéresse, c'est lui qui te l'a demandé. Donc c'est vraiment ce qu'il cherche et il part avec. Et tu vois, tu lui ouvres, comme on disait au tout début, la possibilité de ramener exactement. Et tu lui ouvres aussi un univers qu'il connaissait pas et il comprend qu'il peut trouver son bonheur aussi sous un format différent. Un poète. Bah, Ça va, c'est réalisme. Et tu m'amènes à un truc très très bien. Est-ce que pour vous, les clients, ils ne veulent plus découvrir, ils veulent juste du contenu confort pour eux? Ils ont leur type de livre ou leur type de thématique, justement, ils restent dans le truc. Ça dépend vraiment des gens. Hein. Oui. Il y a des personnes qui vont rester dans leur zone de confort et qui un jour vont dire « Ah, en fait, j'aimerais bien tester ça » ou « On m'a conseillé ça, vous en pensez quoi ?» ou avoir un cadeau à faire qui est totalement en dehors de leur goût et c'est là qu'on intervient. Ou des gens qui sont curieuses tout le temps et qui laissent carte blanche à chaque fois juste pour découvrir au hasard des choses, mais c'est très varié. C'est en majorité, vos clients sont comme ça ou c'est minoritaire? En quelle proportion à peu près? Moi, je dirais 50-50. Moi aussi. Oh, donc c'est quand même pas mal de personnes un peu aventureuses, quoi. J'aurais dit, en tout cas dans le manga, que les gens sont quand même vachement plus à rester dans leur goût, ouais, dans leur domaine d'expertise à eux et ont un peu de mal à s'ouvrir à d'autres choses. Ça, tu expliques à cause de quoi? Enfin, si t'as une raison. Moi, je l'expliquerais, c'est que potentiellement le public manga est un peu plus jeune et n'a pas forcément les moyens de faire des séries qui sont souvent assez longues et du coup, bah, ils restent dans ce qu'ils connaissent parce que c'est un budget qui leur convient et ils n'ont pas à se diviser sur plusieurs récits et être un petit peu plus mesurés et devoir faire des choix. Et je pense que dans le domaine de la lecture, comme les autres activités qu'on peut avoir, comme le cinéma, les séries ou n'importe quoi d'autre, c'est aussi des endroits de loisirs et de confort qui sont là pour nous faire du bien. Et du coup, on n'a pas forcément de partir à l'aventure et de se dire « Ah, je vais tester ce comic, ce manga, cette BD qui est pas du tout dans mon genre, alors que là, je sors d'une journée de boulot, j'ai envie d'un truc qui me fait du bien. » Et du coup, on n'a pas toujours l'espace mental. Et c'est pour ça que c'est un peu avant les vacances où les gens peuvent être un peu plus aventureux parce qu'ils auront du temps. Mais au quotidien, je comprends, et moi aussi, enfin c'est mon cas aussi, le fait de se tourner vers quelque chose qu'on connaît ou dans lequel on sait que on va trouver ce dont on a besoin et qui nous fait du bien, même si c'est du polar ou peu importe. Donc c'est comme ça que je l'interprète. Après, tu vois, ça dépend. Là, on est en train de parler de thématiques, mais pas de support. Parce que il y a beaucoup d'a priori à niveau de support. Parfois, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas des gens qui vont chercher forcément du manga, même si après ils découvrent que la thématique leur convient. exactement. Comme t'as des gens qui vont pas chercher du comics parce que ils ont encore en tête la figure du mec avec les slips posés sur son pantalon et qui se balade sur les toits de la ville. C'est pas ça, mais tu vois, ça dépend toujours de comme tu arrives à proposer le support. Parce que si tu, parfois, peut omettre de dire que c'est du comics. Tu vois, tu la présentes simplement comme BD. Parce que c'est ça, le manga, c'est la BD en façon japonais. Le comics, c'est la BD en façon américaine. Les gens, parfois, ils lisent tellement de comics et ils se rendent pas compte parce que c'est juste présenté comme de la BD, parce que c'est imprimé par des éditeurs qui font seulement, notamment de la BD, et une fois qu'ils présentent un truc par des auteurs américains, ça passe comme BD. Et la seule différence, c'est en termes de format, du coup, la BD franco-belge, c'est 48 pages, 43, je crois. Oui, c'est un traditionnel, en tout cas. Exactement. Standard, ouais. Exactement. Après, aujourd'hui, il n'y a pas forcément seulement la BD. Non, c'est vrai que je pense surtout, je pense aux BD en one shot, les BD indépendantes qui vont être donc soit du one shot, soit des séries assez courtes. Là où le format franco-belge, ça peut aller de 10 à 100 tomes parce qu'il y a plein de Astérix ou que c'est là depuis longtemps. Mais c'est vrai que le plus souvent, je pense pas forcément à ce genre de format. Enfin, c'est un format qu'on voit très souvent en jeunesse aussi, parce que pour les séries, c'est bien qu'elles fassent pas 500 pages d'une, parce qu'après c'est un peu... Voilà, l'histoire est vite racontée. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée.
Non, on disait qu'on s'arrête pas à le format franco-belge normal, Oui, mais oui, non. Et puis maintenant, il y a tellement d'autres formats de BD, il y a des entre-deux, il y a des BD très épaisses, il y a vraiment de tout. C'est plus les 46 pages du format franco-belge. Plus le temps passe et plus ça se diversifie, plus on a des formats, plus on a des styles, plus on a des ponts qui sont faits, où on a des auteurs américains qui vont faire de la BD, des auteurs français qui vont faire du manga, des auteurs japonais qui vont faire du comics. Enfin, Il n'y a plus vraiment de barrière. non, de moins en moins, c'est sûr. Prendre sur le support, raconter une histoire via des bulles et des cases. à travers des boules et des cases, mais parfois non, à travers seulement des cases, ou parfois à travers seulement des boules. Tu vois, t'as pas des limites. C'est ça le beau de la BD en général, qu'elle soit américaine, européenne, japonaise, asiatique, africaine, peu importe. Tu racontes ce que tu veux raconter. Donc c'est l'histoire qui vient véhiculer. C'est pas s'arrêter juste à avoir le même style ou le même Format. Ou se dire que, tiens, ce format collera mieux à l'énergie que j'ai besoin de véhiculer par rapport à mon histoire, et du coup, se dire ça correspond plus à du comics, ou à de la BD, ou du manga, et puis des fois, on a des œuvres qu'on sait même pas dans quoi classer, parce que c'est un mélange de tout, et on sait plus ce que c'est, mais c'est cool aussi. Un exemple surtout, le prix Angoulême 2023. La couleur des choses. Okay, je ne connais pas, mais vas-y, dis-moi. T'inquiète. Il n'y avait pas vraiment de dessin comme on l'entend dans la franco-belge. C'était une histoire qui répondait depuis l'eau. Donc, on a un regard un peu divin sur ce qui est en train de se passer. Et on a des personnages qui sont représentés par des points colorés. Donc, tu vois, t'as beaucoup de lecteurs qui aussi aujourd'hui, ils disent oh, ça c'est pas de la BD. Bah, en quel moment c'est pas de la BD? Parce que il y a pas de sang et il y a pas d'éléments graphiques. Exactement. Bah, désolé, mais alors qu'on disait tout à l'heure, les BD qui sont totalement sans texte, c'est pas de la BD. Oui. Bah oui, parce que t'as quand même le sens de la lecture en BD. Les petits poids loups, désolé. Mais c'est un des premiers supports qu'on peut conseiller à les enfants qui ont des frères et des sœurs qui sont déjà lecteurs de BD, et le petit, il peut juste se mettre avec eux à lire exactement comme ses frères et ses sœurs, sans forcément devoir être capable de lire les mots, parce qu'il n'y a pas de mots. Ça reste quand même dans la BD, et c'est accessible. Donc, bah, pourquoi se limiter? En général, la BD, même pour les personnes qui ne savent pas lire, les enfants en général, on peut quand même comprendre l'histoire en devinant un peu les intentions des personnages. Oui. Mais à la fin, c'est vraiment l'histoire qui compte. Oh, ok. Autre petite question, alors je sais pas si vous connaissez, mais les plateformes type manga.io ou Isneo, je sais pas si ça vous parle ou pas du tout. C'est des plateformes de lecture en ligne. Exactement, avec un abonnement mensuel où tu peux lire en grosso modo des scans mais de bonne qualité. Ok. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu la mort des librairies spécialisées? Alors, oh là là, au tech là. Non, mais non, même pas, parce que en fait ça c'est plutôt ta hot tech qui est une hot tech, parce que c'est un discours que j'entends depuis 15 ans. Tous les éditeurs, tout le monde dit les scans ça va tuer les mangas. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là, et il y a eu un âge d'or, et ça permet aux gens de découvrir des séries sans forcément y lâcher des billets. Ça leur permet de s'introduire à un univers, ça leur permet, s'ils aiment vraiment la série, ils vont l'acheter. Et s'ils peuvent pas se le permettre, et s'ils peuvent pas s'en permettre, ils en parleront. Oui, mais là, désolé, moi, je suis totalement d'accord, mais ici en France, c'est vrai, ça passait pas sur le net, mais vous avez quand même la même chose en tant que journal du Spirou, plutôt que, je me rappelle plus, désolé, le nom du journal de Titeuf. Tu vois, t'avais des extraits d'histoires qui après sont été publiés en volume, et t'avais sur les différentes sorties le volume entier. Donc en quel moment l'achat du volume lui-même est compromis dans un camp? Parce que vous avez le truc un peu
désolé, compulsif de je veux quand même avoir le volume parce que c'est un truc Un peu collection, quoi. exactement, mais aussi seulement exposition. Donc tu vois, la scan c'est la même chose. Tu l'as pas en physique, mais si tu apprécies vraiment la lecture, t'apprécies vraiment l'histoire, tu te dis bah, c'est une histoire que je dois quand même avoir et que je veux. Ils ont la même chose dans les États-Unis et maintenant aussi en Europe pour la Marvel. Tu vois, t'as la possibilité de payer, comme tu disais, un abonnement et d'usufruire des histoires directement sur le net. Mais les ventes s'écoulent pas à cause de ça. Marvel, t'as une partie aussi très collection avec les différentes jaquettes, etc. Exactement, mais pas seulement. T'as aussi les TPB, donc qui vont collecter tous les chapitres qui sont sortis. Ça continue à se vendre quand même. Mais parce que c'est vraiment la lecture, la différence de la lecture en virtuel et la lecture en physique qui joue beaucoup. Et puis, les livres physiques, ça reste un budget, ça reste de la place à avoir. Et il y a eu le même débat au début des liseuses. Et si les gens, c'est confortable ou avantageux financièrement pour eux de lire de façon dématérialisée, tant mieux. C'est trop bien. Et en attendant, les librairies physiques existent toujours. Donc, je pense que c'est pas demain que ça remplacera... Et même aujourd'hui, on a des éditeurs, notamment je pense au Weekly Shonen Jump, donc l'éditeur de One Piece, qui est quand même la plus grosse maison d'édition japonaise, qui a sorti une application et un site internet il y a maintenant 2 ans, qui s'appelle Manga Plus, où toutes les sorties hebdomadaires sont gratuites sur Manga Plus, et les 3 derniers chapitres sont gratuits sur Manga Plus. Et ce qui prouve que si même un éditeur fait ça pour ses titres, c'est que ça n'impacte pas suffisamment le marché, et les gens vont pouvoir lire leurs chapitres toutes les semaines, seront ravis de pouvoir les lire, et vont même potentiellement être avoir, comme Mathéo disait, cet aspect un peu collectionniste de je les ai lus vraiment quand c'est sorti, je suis trop content, et puis maintenant je vais pouvoir les avoir à la maison et je pourrai les relire quand je veux. Puis ça peut être complémentaire de pas acheter certains titres en physique, mais d'être content de les avoir lus en démat pour privilégier l'achat de livres qu'on aimerait vraiment en physique pour d'autres raisons. Mais surtout, on est dans un café manga. Donc là, techniquement, tu peux venir ici, consommer et lire les mangas que tu veux. Mais c'est pas ça qui va impacter la librairie. Parce que si tu kiffes ta lecture ici, après, tu viens chercher le bouquin en librairie. Oui, c'est un peu la même chose que lire les scans. Exactement. Emprunter à la médiathèque. Oui, exactement. Tu vois, c'est le même principe. C'est le même principe, mais pas forcément pour ça. Nous, on va se dire, oh non, il y aura personne qui vient acheter le volume. Non. Entre les emprunts, le démat et acheter pour soi, tout peut se compléter et l'un n'élimine pas les autres. La haute take que vous m'avez fait penser, elle est sympa. Les éditions collector, est-ce que c'est vraiment utile? Seulement pour le plaisir personnel des achats. Oui. Pour avoir une jolie bibliothèque. Alors, il y en a un qui est... Il y en a qui sont pas toujours qui est en mode syncope là-bas au fond, mais... Pour moi, les collectors, c'est quand ça a commencé, c'était agréable, c'était des choses qui arrivaient un peu tous les ans, de manière assez ponctuelle, où on en faisait vraiment un de temps en temps sur une série qui a de l'impact, avec des jolis goodies, avec une maquette intéressante, un joli travail. Et depuis quelques années, c'est une usine, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un tome d'une grosse série qui sort, ils vont mettre une collector avec juste genre une jaquette réversible, 3 cartes postales. C'est un hardback. Et le jaspage est décoré. Voilà, et ça sert à rien, et ils le mettent 3 balles plus cher juste parce qu'ils ont vu que ça marchait et que on en a gros. 3 balles plus cher quand t'as la chance, parce que sinon t'as des collecteurs qui montent beaucoup. Parce que toi, en côté comics, toi, t'as souvent les jaquettes un peu qui brillantes, les machins comme ça. Nous, oui, il y a des couvertures différentes, mais ça, tu vois, c'est pas considéré vraiment comme un collecteur. En tant que ce que t'as dedans, c'est toujours le même contenu. T'as juste la couverture qui est ça peut changer. Donc là aussi, en tant que comics, je parle pas en tant que manga, t'as beaucoup de clients qui parfois préfèrent et ils partent avec la couverture normale parce que c'est pas autant l'objet collecteur
qui lui donne envie, c'est vraiment la beauté du dessin dans la couverture, qui se disent, bah, moi, personnellement, je suis plus partant sur cette couverture-là que sur l'autre. Donc, peu importe qu'il y a le vrai collecteur, là, je pense, c'est vraiment le Petit manga. goodies, Oui, exactement, qui te rajoute des trucs en plus. Puis là où le concept du collector, ça peut être du coup qu'il y a un nombre limité, j'ai l'impression qu'ils le rendent quand même encore assez accessible à assez de personnes pour qu'il n'y en ait pas trop qui soient lésés. Et Alors c'est le cas aujourd'hui parce qu'ils ont compris, parce qu'ils se C'est ça, sont un peu. suffisamment Ça marche. fréquentés, Oui. parce que fut un temps, ils faisaient des éditions hyper limitées, et moi j'ai souvenir dans librairie de précommandes où on avait trop de précommandes pour le nombre de collecteurs qu'on allait avoir, on pouvait pas servir tout le monde, j'avais l'impression d'avoir affaire à des morts de faim qui cherchaient leur dose de drogue avec une pauvre surjaquette. C'était terrible, mais bien sûr, c'est... Factuellement, c'est pas utile. C'est joli dans la bibliothèque et on connaît pas C'est toutes joli les dans la méandres de bibliothèque, l'édition pour savoir Mais il y a quand à même quel des point gens c'est- qui attendent les collecteurs à ce point-là. Mais bien sûr. Oui. Oui, et c'est vraiment... là, ça s'est un peu calmé, mais il y a quelques temps de ça, c'était vraiment quelque chose où nous, quand il y a eu, par exemple, je me souviens, je crois que c'était le Berserk 41 ou Berserk... Bon, série hyper culte, forcément, voilà. Exactement. Mais le jour où l'éditeur a annoncé ça sur les réseaux sociaux, on recevait appel sur appel. Alors que les éditeurs n'avaient même pas encore communiqué aux libraires, aux représentants, exactement combien on allait en avoir, ce qu'on pouvait en faire, etc. Mais juste le fait qu'ils communiquent là-dessus sur les réseaux sociaux, et on s'est retrouvé débordé pendant peut-être le temps que ça retombe, donc quelques jours, et tous les jours, on avait des appels, toutes les heures, sur est-ce que vous allez en avoir, combien vous allez en avoir, est-ce que je peux vous en réserver un. Je me rendais pas compte. On va arriver sur la fin de l'émission. En tout cas, merci d'avoir participé, tout le Merci monde, beaucoup. Avec plaisir. d'avoir répondu à l'appel et à l'invitation. Très, très sympa de votre part. Est-ce que vous avez une recommandation, chacun et chacune, votre petit coup de cœur du moment, votre petit truc Mon dernier coup de cœur, c'est si je ne dis pas de bêtises, la première BD physique d'une illustratrice qui s'appelle Aude Bertrand, que je suivais sur Instagram, que je trouvais très drôle. Et donc, sa BD s'appelle Au travers du rayon. Et j'ai adoré, notamment parce que ça parle d'une fille passionnée de cinéma et que du coup, ça recoupe encore un de mes autres centres d'intérêt. Et donc, on suit une jeune fille qui va être concierge le temps d'un été à la place de sa tante dans un immeuble. Et elle s'ennuie un peu, elle fréquente beaucoup le cinéma du coin et suite à un visionnage, elle va se dire que c'est possible de rencontrer un personnage fictif et de mélanger fiction et réalité, et donc elle met tout en place pour recréer une scène du film qu'elle a choisi pour rencontrer son personnage de fiction, et elle va passer de l'été à ça. Donc il y a un côté un peu surréaliste, très onirique, très très drôle aussi et touchant, et lisez-le, regardez ce que fait Aude Bertrand sur Insta si ça vous intéresse, mais elle vaut le coup d'œil et j'ai beaucoup aimé. C'est une sortie récente, quoi. On peut l'acheter là en ce moment ou Oui, elle est sortie fin d'année dernière, à peu près. bon, peut-être disponible en rayon. Recommandation, oui. J'en ai beaucoup. Je vais partir avec ma BD préférée. Surtout le monde, surtout l'univers, surtout toute chose. Et vous qui en a parlé, c'est vraiment le type de comics, parce que c'est un comics à la base, c'est un auteur américain, qui passe comme BD parce que l'éditeur français, c'est un éditeur de BD. Okay. Donc c'est édité chez Casterman. Le titre c'est Blanket, l'auteur c'est Craig Thompson. C'est une histoire autobiographique du premier amour, de la situation sociale dans les États-Unis, la partie des États-Unis un peu plus renfermée en soi-même avec une pensée un peu trop vieux qui est encore ancré dans la société et qui vient perpétuer de père en fils, génération et génération. C'est une histoire hyper touchante. Je la lis régulièrement parce que chaque
4 ou 5 ans, je me mets à la relire. Oui, je suis vieux, donc je l'ai lu déjà plusieurs fois. Ça me donne toujours la même sensation, tu vois. C'est un truc qui est ancré. C'est vraiment ma réponse à la question. T'as un livre seulement à mener sur une île déserte, qu'est-ce qui t'amène? Bah, moi, j'ai la certitude que c'est ça, mais ça fait des années que j'ai la certitude que c'est ça, tu vois. Même si je lis beaucoup de choses qui m'amusent et qui, je trouve, superbes, mais j'ai rien qui, sur le long terme, me donne toujours la même sensation comme ces livres-là. Donc, c'est un livre que je conseille vraiment, et c'est accessible à tous parce que c'est de la tranche de vie, donc t'as pas forcément de trous chelous, ou c'est une chose que ça peut arriver à tous, tu vois. C'est pas du fantasy ou du fantastique, de la science-fiction. Ah, moi je déteste la science-fiction. Bah non, ça c'est de la pure tranche de vie. C'est ça, le livre qui t'a le plus touché en tout cas. Elle Graal. Je regarderai. Bon, le dernier. Ouais, du manga, parce qu'on n'a pas encore parlé de, Ouais. de manga là-dedans. Et non, je ne parlerai pas de Golden Kamuy. Je vais parler de... Il a dit le mot-clé. Exactement. Je vais parler de Solanine, qui est pour moi un des titres qui m'a le plus touché également, qui a le luxe d'être un one-shot pour du manga, ce qui est, ma foi, c'est peu souvent et c'est suffisamment bon pour être noté, où on suit un couple qui arrive sur ses 20-25 ans, qui sont ensemble depuis pas mal d'années, qui commence à connaître un peu la lassitude, qui sait pas trop comment est-ce que leur vie va continuer et comment est-ce qu'on peut envisager un futur. Et un jour, il y a un accident qui va arriver et va falloir passer à travers ça et traiter de la vie, traiter de comment est-ce que on se remet de quelque chose de dramatique, tout en montrant que avancer c'est possible et que tout se fait pas à pas, mais que tout se fait. Ouais, j'ai oublié de te poser la question, mais vous deux, du coup, les livres sont dispo en librairie, on peut les acheter? Tout à fait. Bien sûr. Parfait. Au moins, c'est des recommandations où on peut vraiment les acheter physiquement, Oui, c'est pas des oui. trucs un peu vieux. L'émission est disponible du coup sur Spotify, Deezer, Apple Music, enfin toutes les plateformes digitales audio. Merci à mes invités encore une fois d'être là. Merci à pour toi. l'invitation. C'est la fin de ce petit tour d'arrière-boutique des librairies manga, BD, comics. On l'a vu que c'était assez proche, mine de rien, l'univers. Qui sent bon le papier et le coup de cœur. Vous avez un peu parlé de votre passion, de votre métier, des titres et de vos différents types de clients. Donc, si tu nous écoutes, cher auditeur ou auditrice, et que tu n'as jamais demandé conseil à un vrai libraire, c'est peut-être le moment. Rentre-toi en librairie, achète des livres. Pitié, on adore ça. Voilà. Il y a un petit cœur derrière les gens quand même qui travaillent dans la librairie. Prenez soin d'eux. C'est le moment peut-être d'avoir un petit coup de cœur, un petit livre, que vous pouvez prendre justement en week-end, en vacances. C'est le moment, les grandes vacances. Merci d'avoir écouté du coup Tabou les maillots, le podcast de Culture G avec un gros cul. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Du coup, comme on l'avait dit un peu en off, sûrement sur la thématique jeu de rôle, donc Donjons et Dragons, la plus connue quand même de licence de Donjons et Dragons. Si ça vous a plu, partagez, commentez, parlez-en autour de vous. Ça fait du bien à tout le monde. Et lisez bien, soyez heureux et à bientôt. À bientôt.